Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première conférence de l'automne 2021. Merci encore d'être là. Merci encore de vous avoir inscrits. On l'apprécie toujours beaucoup. Puis vous inscrivez tellement en grand nombre. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'organiser ces belles conférences-là avec le comité de formation continue et aussi le soutien du Cégep Saint-Laurent qui sont fantastiques, qui nous aident vraiment beaucoup. Donc, mon nom est Marie-Pierre. Donc, encore cet automne, j'aurai la chance de pouvoir faire toutes ces belles conférences-là avec nos conférenciers et d'animer les périodes de questions en direct de mon appart de Limoilou. Alors, je vais vous donner, avant qu'on commence avec M. Anger, je voulais tout simplement vous donner une petite note à propos de la conférence de Mme Morissette. Donc, il y a un tout petit décalage. Au moment où j'enregistre tout ça, je n'ai pas encore reçu toute l'information de sa vidéo qu'elle va nous préparer. Mais la période de questions est prévue pour le 27 octobre au soir à 19 h. Donc, c'est les mêmes créneaux d'horaire que la dernière session au printemps. Donc, on se rappelle, Mme Morissette, ce sera à propos de l'écologie, l'écosystème, les mammifères marins, donc le fleuve Saint-Laurent. On va en apprendre plus sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, oui, c'est ça. Donc, maintenant, je ne l'ai pas encore, la vidéo. Je la mets en ligne le plus rapidement possible. Mais la période de questions, c'est confirmé. Ce sera le 27 octobre. Mais pour l'instant, nous sommes avec M. Anger. Donc, bonsoir. Bonjour, M. Anger. Bonjour Marie-Pierre. Je me sens un peu intimidé et timide et oui, je suis un peu gêné parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Le Zoom et moi, c'est une nouveauté. Merci de m'avoir permis de m'initier à cette, merveille des temps modernes qui ont été… ça fait plaisir. On a tous dû passer par là. Exactement, bouleversé par la pandémie. Et, bienvenue chez moi, au cœur du Vieux-Québec. J'ai l'immense privilège depuis plus de 30 ans de demeurer sur la côte de la Montagne. Donc, la côte de la Montagne, on le sait, c'est la plus vieille rue de Québec. Il y a une petite querelle entre la rue Notre-Dame, mais la côte de la Montagne davantage, puisque ce bon Samuel de Champlain, lorsqu'il a posé le pied sur Québec en juillet 1608, la première chose qu'il a fait, il est allé se créer un observatoire en haut sur le Cap Diamant. Donc, il a un peu aménagé un sentier d'abord qui est devenu la côte de la montagne, la Mountain Hill à travers les temps, et qui fut en son temps, au 19e siècle, la capitale de la presse. À Québec, il y avait jusqu'à 7 journaux tous les jours qui étaient publiés sur la côte de la montagne, à tel point qu'on l'avait baptisé la Fleet Street de Québec. Fleet Street, évidemment, vous êtes des guides touristiques, vous savez tous ce que c'est. C'est la rue à Londres sur laquelle se trouve notamment le Times de Londres, les grands journaux londoniens. Et par voie de conséquence, la côte de montagne, j'ai passé par là et je vous dirais que je suis un peu intimidé aujourd'hui parce qu'on parle avec des guides touristiques qui sont infiniment plus compétents que moi, qui ont une formation peut-être plus poussée que moi et je suis un peu gêné de le faire, mais très honoré. Pour moi, c'est un immense plaisir que de saluer ceux qui partagent avec moi la passion de Québec, la passion de l'histoire, l'accueil des gens d'ici et d'ailleurs. Qui se feront, on le souhaite, beaucoup plus nombreux une fois que cette pandémie accablante se sera terminée et nous aura repermis de renouer avec le contact physique, l'interpellation, le dialogue, les questions parfois drôles, souvent embêtantes, des gens qu'on a le plaisir d'accompagner dans notre exceptionnelle ville de Québec. Tout à fait, tout à fait. Donc, avant de vous laisser la place pour votre conférence, je vais juste rappeler à nos membres que la période de questions avec vous sera le 20 octobre à 19 h. C'est un mercredi soir. Donc, on se rappelle, je vais vous envoyer le lien. Ça va tout le temps se faire dans Teams. On se rappelle que ça se fait dans Microsoft Teams. Vous allez recevoir le lien pour la période de questions. Donc, ça sera par écrit. Vos micros seront fermés. Vous pouvez laisser vos caméras ouvertes si vous voulez ou les fermer, c'est vous qui souhaitez. Mais vos micros, c'est certain, ils seront fermés. Alors, je prendrai les questions par écrit dans l'espace chat. Pour ceux d'entre vous, nos membres, que c'est la première fois qu'ils se joignent à nous pour les conférences, inquiétez-vous pas. On va faire des petites pratiques en début de période de questions. Donc, on va se pratiquer. Alors, vous serez tout bien équipés pour poser vos questions à M. Anger le 20 octobre. Donc,
Donc, je vous laisse toute la place. Monsieur Angers, je me retire et je Merci, reviens Marie-Pierre. à la fin, à la fin complètement. Donc, Très merci bien. encore beaucoup de de nous offrir une belle conférence aujourd'hui. C'est un immense plaisir pour moi. D'ailleurs, je vais d'abord demander à vos membres un peu d'indulgence. S'ils font des questions qui sont trop compliquées, ils vont sonder les fosses abyssales de mon ignorance crasse. Mais enfin, je vais tenter de faire du mieux que je peux pour qu'on ait un bel échange le soir du 20 octobre. Donc, revenons. Je vais commencer par me présenter un petit peu. Il y en a peut-être parmi vous qui, au fil des dernières années, ont suivi une série à la télévision qui s'appelle Des chemins des histoires, que j'ai eu l'immense plaisir d'animer, de réaliser, de conceptualiser avec l'équipe de MaTV Québec et que j'ai eu l'immense plaisir également d'animer en compagnie de ma complice Taïna Lavoie. Finalement, Des chemins des histoires, c'est 49 promenades au cours de 5 ans à travers les rues de Québec, de la région de Québec, où on empruntait, comment dire, un parcours déambulatoire, Taïna et moi, et on tentait de partager nos découvertes de notre promenade à Québec et ailleurs. Ça m'a redonné le goût de mes vieilles amours. Je suis de formation historien, j'ai fait des études en histoire à l'Université Laval, un peu à l'Université de Toronto et encore à Laval en maîtrise avec Jean Hamelin, qui était un des grands historiens de l'histoire du Québec, le père d'une approche nouvelle et plus économique de notre histoire nationale. Évidemment, comme bien des jeunes historiens de mon temps, lorsqu'est arrivé le moment de se trouver un emploi, il n'y en avait plus. On était la génération baby-boomer à la fin et donc j'ai dû me rabattre sur autre chose. Et par voie de conséquence, comme quand j'étais étudiant au Petit Séminaire de Québec, j'avais eu le plaisir de travailler au journal local qui s'appelait L'Abeille, le journal de l'institution, et qu'ensuite, à Toronto, j'avais travaillé aussi un peu à la télévision, à TV Ontario. Ben, j'ai travaillé au Soleil. Et je me suis souvenu à ce moment-là d'une phrase de Albert Camus, le célèbre écrivain français, qui avait écrit la chose suivante, et j'avais trouvé ça extrêmement justifiant pour ma part. Il avait écrit le journaliste, virgule, c'est l'historien de l'aujourd'hui. Donc, pendant 16 ans au Soleil, puis 4 ans à Radio-Canada Québec, j'ai été un peu l'historien de l'aujourd'hui à travers mon métier de journaliste. Évidemment, le journalisme, c'est un peu lié à l'histoire. On la raconte et je me souviens d'avoir fait des études avec Elzéar Lavoie, qui fut le premier Québécois détenteur d'un doctorat d'État à la Sorbonne en histoire de la presse française. Et il m'avait appris à lire, à apprendre, à lire entre les lignes. Il y avait des fois où j'étais extrêmement un peu intimidé en me disant que le texte un peu bebête que j'écrivais aujourd'hui, un jour aurait pu être repris par des étudiants en histoire dans un siècle et qui me prêteraient des propos ou des intentions qui n'étaient pas les miennes au moment où je l'ai écrit. Mais enfin, ceci m'a amené à découvrir une manière de faire le journalisme qui n'est pas trop étrangère à ce que vous faites comme guide touristique dans la ville de Québec. Ça s'appelle en anglais le pedestrian approach, ou l'approche pédestre. Lorsque vous marchez dans la ville, lorsque vous vous arrêtez à toutes les fois où vous voyez un panneau, un poteau, une affiche, une annonce, et que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un projet nouveau? Est-ce que c'est une réalisation promise, etc.? Cette approche à travers la plante des pieds m'a permis, d'une part, de bien découvrir, de bien connaître ma ville de Québec, et par bon moment, de trouver des nouvelles avant tout le monde, ce qu'on appelle en termes journalistiques des scoops, des primeurs. Premier bloc de ma vie. Deuxième bloc, en 1995, le gouvernement du Québec, sous Jacques Parizeau, et avec l'aide absolument indispensable de Jean-Paul Lallier, maire de Québec, crée la commission de la capitale nationale. Il faut que je vous dise que mes études en histoire n'étaient pas du tout en histoire, ni québécoise, ni canadienne. J'étais de l'école de ceux qui en avaient soupé de l'histoire traditionnelle de Guy Laviolette, le triomphalisme clérical, et j'avais orienté mes études plus en histoire contemporaine, en histoire moderne de l'Europe et en histoire économique. Et je m'étais un petit peu attardé à une nouvelle science qui était l'histoire quantitative, les chiffres, les séries, les nombres qui nous permettaient de comprendre autre chose que les noms des rois et les années des batailles. Donc, à la Commission de la capitale nationale, sous la présidence de Pierre Boucher, je me suis remis à aimer l'histoire du Québec et certainement plus celle de Québec, puisque nous avions énormément à faire
en termes de mémoire, en termes de souvenirs, en termes de commémoration. En une douzaine d'années, on a réalisé à Québec une cinquantaine de lieux et d'objets, et de statues et de monuments de commémoration, à tel point que lorsque mes amis du monde de l'information média m'appelaient et me disaient « Denis, qu'est-ce que tu y fais? » Je disais « Ben, je suis un peu, pas mal, beaucoup spécialisé ici en érection monumentale », ce qui les faisait bien rire. D'ailleurs, lorsque vous avez un groupe et que ce groupe-là rit, le groupe, il est à qui? Il est à vous. Donc, à la commission, bien évidemment, on a essaimé dans Québec à travers les fresques murales en trompe-l'œil, les monuments, les places publiques, les noms de rues qui ont été largement revus en collaboration avec le comité de toponymie de la Ville de Québec qui avait été créé après les fusions municipales au début des années 2000. J'ai aussi travaillé en édition. La Commission de la capitale nationale était un très, très important éditeur de livres de qualité et souvent des livres liés à l'histoire de Québec, de ses institutions, de son passé, toujours intéressants, parfois glorieux, parfois moins. D'ailleurs, à la Commission, on avait publié près de 55 ouvrages liés de près et de loin à l'évolution de Québec à travers le temps, à travers l'espace et à travers les structures politiques qui ont régi notre capitale nationale. Évidemment, après un certain temps, comme bien d'autres, la soixantaine approchant, j'ai décidé de rentrer dans mes terres de certaine manière et de reprendre avec passion mon métier d'historien, ce qui m'a amené à l'occasion à être invité par le gouvernement à accompagner des visiteurs de marque dans la ville de Québec. J'étais un peu, comment dire, un guide parallèle, permettez-moi de m'excuser auprès de vous, guide touristique réel et professionnel. Mais on m'a demandé à l'occasion, puisque j'ai, grâce à Toronto, une certaine connaissance de la langue de Shakespeare, de faire visiter, de faire découvrir à Québec, oui, pour les gens, les invités du gouvernement, la belle ville de Québec. Évidemment, il y a le Québec incontournable, hein, le Québec que l'on connaît tous, la Place Royale, Notre-Dame des Victoires, de la Victoire devenue des Victoires après s'être appelée l'église de l'Enfant Jésus, le château Frontenac, l'hôtel présumément le plus photographié au monde, la ceinture fortifiée de Québec qui fait de Québec cette perle du patrimoine mondial reconnue par l'UNESCO. C'est un cœur extrêmement riche, mais on s'attarde un peu moins à ce qui est en périphérie. Et l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, de notre dialogue, c'est de sortir un peu des sentiers battus et d'aller voir à l'extérieur de l'enceinte fortifiée du site du patrimoine mondial qui est la ville de Québec actuelle, s'il n'y a pas des endroits, des allées, des faubourgs qui peuvent nous intéresser et qui peuvent intéresser une clientèle touristique qui en veut davantage. Je sais que vous êtes tellement excellent, tout un chacun ou tout un chacune, que probablement qu'il y a des gens qui, venant une fois à Québec, apprécieraient y revenir ou prolonger leur séjour, ajouter une autre promenade. C'est un peu ce qu'on va tenter de faire ensemble au cours des prochaines minutes. Donc, partons du commencement. On sait que Québec, fondé par Champlain, 1608, la ville se développe tranquillement. D'ailleurs, vous savez que lorsque Champlain revient après la rétrocession de Québec par la Grande-Bretagne à la France par le traité de Saint-Germain-en-Laye, après la chute, la prise par Kirk de 1630, il y a à peu près 35 habitants. La ville devient un peu plus importante grâce à l'intervention de Louis XIV, de Jean Talon, bien sûr, l'intendant de la Nouvelle-France, sous l'égide de Colbert, et évidemment la création d'une province de France. La Nouvelle-France, Québec, capitale d'un immense empire qui va s'étendre jusqu'aux confins des brumes de Terre-Neuve, hein, et des bayous de la Nouvelle-Orléans et jusqu'aux Rocheuses canadiennes et américaines. C'est vraiment une histoire extraordinaire que vous connaissez aussi bien que moi et que vous pouvez probablement partager avec vos visiteurs. Ces gens-là s'installent évidemment sur un promontoire, sous le pied du Cap d'abord, hein, où se trouve aujourd'hui Place Royale, et surtout sur le Cap de Québec où vont s'installer les grandes institutions coloniales. Donc, on parle du Séminaire de Québec, des Ursulines, des Jésuites, un promontoire qui, menacé par l'éternel conflit entre la Grande-Bretagne et la France, hein, cette guerre que l'on qualifie de la guerre entre l'éléphant et la baleine, puisque la France est une grande puissance terrestre continentale, c'est un éléphant militaire, alors que la Grande-Bretagne
et surtout une puissance maritime. La Royal Navy va, pendant presque un siècle et demi, dominer les mers du monde, donc la baleine anglaise. Donc, ce conflit éternel va inciter les gouverneurs à compter de Frontenac d'abord à fortifier cet endroit, cette ville capitale coloniale qui est Québec. L'enceinte, évidemment, de 1690, après la tentative de prise de Québec par Phips, va délimiter ce qu'on appelle le bourg. Le bourg, c'est la place dans la ville qui est enceinte par des fortifications où les gens peuvent, la nuit venue, se réfugier, se rentrer en toute sécurité. Cette enceinte va beaucoup évoluer à travers les ans, mais elle va finalement prendre pas mal les proportions qu'on lui connaît actuellement. La porte d'enceinte, évidemment, les portes d'enceinte de Québec, il y en a 5, 6, les murs, la muraille et tout ce système bastionné, ben, ça forme le bourg. Un bourg qui, jusqu'en 1871, date du départ de la garnison britannique installée en permanence à Québec depuis la chute de Québec en 1759, ben, le soir, on ferme les portes, on sonne le couvre-feu, les gens se réfugient à l'intérieur. Le bourg se développe, évidemment, avec un caractère qui est à la fois institutionnel. Les grandes institutions sont à la haute ville, les zones commerciales sont plus à la basse ville. On va progressivement empiéter sur le Saint-Laurent et à partir de Place Royale, suivre le pied de la falaise jusque vers l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Le type d'habitation est assez simple. D'abord, un étage très classique, un toit en pente, des murs en bois au départ. Il va falloir que les intendants, Hoccard notamment et Beauharnois, édictent que dorénavant, on doit avoir des murs en pierre pour éviter les conflagrations par l'incendie. Les murs en pierre doublés d'échelles obligatoires sur la toiture et de murs mitoyens qui font œuvre de coupe-feu. Le bourg se développe en hauteur, donc la maison de bois est remplacée par la maison de pierre à laquelle on va ajouter un étage, 2 étages, des combles, et on va développer un type d'habitation qui est très semblable à ce qui se fait à l'époque dans les villes françaises de province. Donc le rez-de-chaussée, les caves, essentiellement les voûtes, c'est pour stocker la marchandise, le rez-de-chaussée, faire des affaires, le premier étage, c'est le logement d'apparat, donc les propriétaires, et plus on monte, bien, plus le statut social va diminuer, ce qui fait que sous les combles, bien, on a les domestiques et les bonnes, et pas plus. Évidemment, la ville est enserrée dans sa fortification, elle croît en population, elle croît en importance. À l'époque de la guerre de Sept Ans, lors du grand siège de Québec de 1759, avant la bataille des Plaines d'Abraham, il y a presque 10 à 12 000 habitants qui sont entassés dans ce bourg et qui subissent les bombardements tous les jours des canons de l'amiral Saunders et du général Wolfe. Il va falloir un certain temps avant que l'expansion se fasse. Elle se fait d'abord le long de la rue Saint-Vallier. Elle se fait le long de 3 axes qui sont tous les 3 liés à un des volets assez glorieux de notre histoire collective, la construction à compter de 1735 et la terminaison au début des années 1740 de ce qui, en son temps, est l'une des plus grandes routes au monde et certainement la plus grande autoroute d'Amérique. Évidemment, je parle du chemin du Roi. Chemin du Roi créé entre Québec et Montréal sous la direction du grand voyer de la Nouvelle-France qui s'appelle le Nouillet de Beauclerc, où chaque habitant est invité, non seulement invité, mais forcé à aménager devant sa maison un bout de terrain, terre battue, un fossé, d'en faire un entretien élémentaire. Évidemment, le chemin du Roi comprend pas moins une quarantaine de traversées de rivières, de ruisseaux. On traverse par des bacs à cordes, donc un bac flottant, une corde qui est tendue entre les 2 rives d'un des cours d'eau à traverser, et on achève. Mais ça nous permet de raccourcir de manière spectaculaire le temps qu'il faut pour aller de Québec à Montréal, de plus de 10 jours à moins de 3. Donc, ce chemin du Roi qui prend origine dans Québec a 3 articulations qui viennent s'y greffer. 3 rues, aujourd'hui connues, qui vont être l'âme et le cœur des 3 faubourgs dont je vais vous parler dans quelques instants. Première rue, la rue Saint-Louis, on la connaît bien, la rue Saint-Louis qui traverse ce qui est connu comme la porte Saint-Louis, qui va devenir la Grande Allée. À l'époque, d'ailleurs, elle redevenait un bout de temps le chemin Saint-Louis avant de devenir le boulevard Laurier.
Donc, la grande allée, la rue Saint-Louis, qui est le chemin Saint-Louis et qui va donner son nom à ce qu'on appelle aujourd'hui le faubourg Saint-Louis. L'autre, la rue Saint-Jean, la rue Saint-Jean qui, elle, prend son origine de la cour de la Fabrique et qui sort par la porte du même nom et qui devient éventuellement la rue Saint-Jean extramuros au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste. Et finalement, la troisième rue, qui est la rue Saint-Vallier. La rue Saint-Vallier porte le nom du deuxième archevêque de Québec, Monseigneur de Saint-Vallier, à qui on doit notamment la création de l'hôpital général, et qui fut en son temps un assez grand mécène. Donc, on le récompense d'une certaine manière en donnant à cette rue importante son nom, donc la rue Saint-Vallier, de Saint-Vallier, qui, elle, prend origine au pied du Cap Diamant et s'en va tranquillement, méandrant, jusque dans l'ouest. C'est aujourd'hui l'âme un peu de ce qui va devenir le faubourg Saint-Roch. Donc, Saint-Louis, Saint-Jean, Saint-Vallier. Trois axes qui, à l'autre bout, se rejoignent, se fusionnent pour emprunter le chemin du Roi, là où se trouve aujourd'hui la paroisse de Saint-Augustin de Desmonts. Le faubourg, finalement, c'est une invention qui nous vient d'Europe, parce que là aussi, au 18e, au 16e, 14e, 15e, 16e siècle, les populations des villes fermées, des villes fortifiées, se mettent à s'accroître et à défaut d'avoir de la place pour loger les gens à l'intérieur de leur salle fortifiée, où habituellement, compte tenu de la pression démographique, les prix sont substantiellement plus élevés, les gens vont s'agglutiner, vont s'agglomérer à l'extérieur de l'enceinte fortifiée, dans les faux bourgs. Ce sont des bourgs qui ne sont pas des vrais bourgs, puisqu'ils ne jouissent pas de la protection de l'enceinte fortifiée. Les faubourgs de Québec, évidemment, vont apparaître assez tardivement. Sous la Nouvelle-France, il y a le bourg, il y a la ville fortifiée, il y a un petit secteur qui est celui que je décrivais tout à l'heure, le long de la rivière Saint-Charles, donc Place Royale, rue Saint-Pierre, rue Saint-Paul, vers le début de la rue Saint-Vallier, où il y a une certaine habitation, mais les gens à l'époque, ceux qui ne sont pas indispensables à la gouverne de la colonie, donc qui sont installés au palais de l'intendant, au palais du gouverneur ou évidemment au palais épiscopal, les artisans, les forgerons, les gens qui travaillent au profit des bien nantis de la capitale, les gens qui habitent le bourg, donc ce qu'on appelle à l'époque les bourgeois, et l'appellation est restée, le bourgeois est celui qui a un peu plus de sous que le faux bourgeois, d'une certaine manière. Évidemment, les gens qui ne sont pas ça, ils vont devenir, pour beaucoup, des fermiers, des propriétaires de terre. Les gens qui viennent en Nouvelle-France, à partir des vétérans du régiment de Carignan-Salière, sont attirés par une chose, la propriété du sol. La France, au 17e, 18e siècle, est l'État le plus peuplé au monde, exception faite de la Chine et peut-être de l'Inde. Et le territoire français, il est absolument, inaccessible à quelqu'un qui, de faible origine, de pauvre origine, voudrait devenir propriétaire. La transmission des terres dans la France de l'Ancien Régime se fait de la manière suivante. La famille, l'aîné des garçons, hérite de la terre, de la propriété de la ferme. Le deuxième, mal pris, va peut-être choisir les ordres. Le troisième va probablement devenir un manœuvre, un artisan, un ouvrier. Et le quatrième va s'enrôler dans l'armée, puisque l'armée, à l'époque, est probablement parmi tous les métiers pratiqués par les pauvres petites gens, celui qui est le moins considéré. On s'engage pour longtemps. D'ailleurs, parlant de l'armée, évidemment, je vous ai évoqué tantôt l'arrivée du régiment de Carignan-Salière, qui a largement contribué au peuplement. Les vétérans de Carignan-Salière et les filles du roi qui vont suivre quelques années plus tard sont à l'origine de la presque majorité des Québécois d'aujourd'hui. Or, ces gens-là, anecdote, ils portent souvent des noms de famille qui ne sont pas connus en France. Les Robitaille, Tonnerre, La Terreur, Jolicoeur. Et les Français qui viennent se posent des questions. Ils sont curieux, vos noms de famille, vos patronymes, mais pourquoi donc? Question, et vous savez peut-être la réponse aussi bien que moi, mais enfin, je m'essaye. Essentiellement, les gens qui viennent ici, ce sont des gens qui signent des contrats d'engagement dans les régiments royaux français et qui sont, expédiés en Nouvelle-France au départ pour combattre la menace iroquoienne, puis éventuellement pour protéger la Nouvelle-France des incursions françaises et américaines pendant tout ce qui va rester de notre histoire coloniale française. Lorsque tu t'embauches, tu t'appelles Dupont, Durand, Côté.
tu vas prendre ce qu'on appelle un nom de guerre. Un nom de guerre qui va te donner un peu d'allant, d'où le joli cœur, d'où la terreur, d'où roule ta bille, d'où Robitaille, d'où ceci et cela. Ces gens-là, lorsqu'ils étaient en Europe et qu'ils rentraient chez eux dans leur village natal, reprenaient leur nom. Jean Dupont redevenait Jean Dupont. La majorité des gens de Carignan-Salière qui sont restés ici ne sont pas rentrés en France. Et par voie de conséquence, ils ont pour beaucoup gardé leur nom de guerre, ce qui explique en large partie nos patronymes assez particuliers à la réalité québécoise qui font bien sourire de temps à autre nos visiteurs français, dont on souhaite évidemment que la pandémie révolue, nous puissions reprendre l'immense relation de plaisir que nous avons avec nos cousins d'outre-Atlantique. Donc, ces gens-là vont aller à la ferme, ce qui fait que les faubourgs vont plutôt se développer après la chute de la Nouvelle-France, la transformation d'une capitale coloniale française métropolitaine basée sur les institutions en une capitale plus modeste britannique, mais qui va, elle, s'insérer dans un développement commercial assez spectaculaire. Sous le régime français, essentiellement, ce que l'on fait, on exporte des peaux de castor. Donc, on n'a pas besoin d'infrastructures, beaucoup, de transformation, de manufacture. Et le régime colonial français, le colbertisme de Colbert, fait en sorte que le développement d'une industrie locale, il est sérieusement contré par la puissance royale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que des entreprises ici produisent des biens qui pourraient se substituer aux biens importés de France. On ne veut certainement pas que les vins français, que l'eau-de-vie française, que les produits, les boutons, les tissus, les textiles, le verre, les clous même, qui sont produits en France, ne puissent pas être vendus à gros profit en Nouvelle-France parce qu'ici, il y aurait des entreprises qui produiraient mieux à moindre prix. Les exemples abondent. Par exemple, Talon tente de lancer une brasserie, la bière. Hein? Là où se trouve aujourd'hui l'îlot des Palais, ben, il reçoit assez rapidement instruction que la bière fabriquée ici, ça nuit aux importations de vins et de spiritueux français et par voie de conséquence, il faut en stopper la production. Même problème avec les forges du Saint-Maurice où on tente bien fortement de créer une industrie de sidérurgie d'acierie ici, mais très rapidement, on réalise qu'il y a des blocages en raison des normes de préférence coloniale du régime français. Les Anglais différent un peu. Il faut dire qu'ils vont perdre à peu près à la même époque leur colonie américaine. Ils vont tenter de se concilier les bonnes grâces des Canadiens français, 70 000 habitants canadiens restés ici après la chute de la Nouvelle-France, et ils vont favoriser le développement d'une industrie en raison notamment du développement du bois. Le bois devient le cœur et l'âme de cette nouvelle province d'Angleterre, cette colonie, qui ça va s'appeler le Bas-Canada. D'abord la province de Québec, la province du Bas-Canada, éventuellement le Québec dans le Canada uni, et bien sûr, après 1867, le Québec que l'on connaît aujourd'hui. Donc, l'industrie du bois, développement évidemment d'un trafic maritime phénoménal, la flotte du bois tous les printemps, 1500 bateaux qui viennent mouiller devant Québec et qui embarquent les grandes poutres, les pins, les chaînes qui sont transportés en Angleterre pour construire les navires, notamment de la marine royale britannique, puisque à l'époque des guerres de Napoléon, Napoléon va décréter ce qu'on appelle le blocus continental. Donc, il va interdire aux pays scandinaves, qui sont les fournisseurs traditionnels de bois des Britanniques, de s'y approvisionner. Et par voie de conséquence, les Britanniques se tournent vers leur colonie canadienne et vont contribuer très largement à la disparition des grandes forêts de pins blancs et de chênes qui se dressaient tout le long du Saint-Laurent et notamment de la rivière des Outaouais. Ce développement va faire en sorte que des gens viennent s'installer à Québec, les métiers de la mer, les Irlandais d'abord qui vont travailler beaucoup pour l'industrie liée à la construction des navires. On va construire à Québec près de 8 000 grands navires au cours du 19e siècle. On est l'une des plus grands centres de construction navale à travers le monde. On va d'ailleurs créer des mammouths, hein, des mastodontes des mers, notamment dans un chantier qui se trouve là où se trouve aujourd'hui Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans, près de L'Anse-au-Massacre, où on va créer notamment le baron de Renfrew, 7000 tonneaux pour l'époque. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Un autre qui s'appelle le Columbiad, à peu près la même grosseur. Des bateaux qui sont cependant des bateaux qui, à l'époque, étaient construits pour un aller simple, puisque les Britanniques ne souhaitaient pas que des bateaux construits au Canada viennent faire concurrence au chantier naval d'Angleterre.
Donc, ces bateaux-là étaient bourrés de bois, étaient transportés, ils étaient démembrés, rendus là-bas, et reconstruits en bateau dans des chantiers, comment dire, plus respectueux de la Grande-Bretagne, de ses intérêts coloniaux, ses intérêts impériaux. Anecdote, c'est que ces deux grands bateaux, le Renfrew et le Columbiad, à cause de leur immense volume, ont tellement créé d'intérêt rendu à Liverpool que les armateurs ont décidé de tenter de les réutiliser. Malheureusement, comme ils étaient construits pour un aller simple, les deux ont fait naufrage lors de leur tentative de retour en Amérique du Nord. Donc, c'est personnes qui arrivent. Hein? Les gens qui arrivent de la campagne, parce que les provinces, les paroisses qui entourent Québec commencent à se remplir. Hein? Les aînés ont pris les terres, les plus jeunes viennent travailler en ville, les filles travaillent comme domestiques, les jeunes comme manœuvres, forgerons, et ils ont besoin de se loger. Et c'est à ce moment-là, au début du 19e siècle, qu'on assiste à l'émergence des faubourgs. Et les trois faubourgs que l'on évoque aujourd'hui, ben, ils vont se développer de manière assez semblable à compter de la milieu du 19e siècle, 1850. Il n'y a pas grand-chose avant. C'est-à-dire que, et ce sont des faubourgs pauvres. Saint-Roch, par exemple, c'est d'abord et avant tout un faubourg ouvrier qui est accroché à l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière, outre le bois, hein, et lorsque les navires sont construits en métal plutôt qu'en bois, il y a une crise épouvantable à Québec puisque la construction navale tombe à zéro, que le bois, le trafic du bois qui était fait pour les coques et les mâts et les vergues et les espars est remplacé par le métal. Donc, cette industrie qui est le cœur et l'âme de l'activité commerciale, économique, financière de la province de Québec à l'époque, tombe à zéro. C'est un malheur d'ailleurs qui est composé puisque à la même époque, 1860, Québec qui était pendant une petite période de temps la capitale d'un État qui s'appelle le Canada uni, hein, 1840-1867, donc la créature de Lord Durham après les troupes de 37-38. La capitale du Canada uni est d'abord placée à Kingston, en Ontario. Les députés trouvent que la ville est tellement inhospitalière, un trou perdu, qu'ils choisissent de rentrer sur Montréal. Mal leur en pris, puisque à l'occasion d'un bill qui est promulgué par Lord Elgin et qui va indemniser les Canadiens français qui ont été victimes de ravages pendant les troupes de 37-38, il y a des émeutes à Montréal. Et les Anglo-Montréalais, le Dorian Club, vont incendier l'immeuble du Parlement à Montréal. Là, à ce moment-là, on décide de créer une capitale alternative. Hein? 4 ans à Québec, 4 ans à Toronto. Donc, il y a 3 000, 3 500 personnes qui viennent à Québec. Des hommes bien payés installés à Québec. Il y a en plus la garnison britannique. 3 000, 4 000, 5 000 hommes bien payés, une solde mensuelle, installés à Québec. Et on ajoute à ça la flotte du bois. J'évoquais tout à l'heure entre 1 000 et 1 500 navires. Donc, plein de marins qui débarquent et qui ont plein de sous, hein, qui ont fait une solde, une traversée, 1 mois, 2 mois, qui débarquent ici. Beaucoup de jeunes hommes célibataires indépendants qui vont largement contribuer au développement à Québec d'une industrie du sexe. Vous savez, lorsqu'on accueille des groupes, il y a des thèmes sur lesquels on ne peut pas se tromper d'une certaine manière. Lorsqu'on évoque l'argent, lorsqu'on évoque le crime et le châtiment, hein, d'ailleurs, les 7 associés se sont fait une spécialité, et fort bien, de présenter des produits qui sont liés au crime et châtiment en Nouvelle-France, et ils se font évidemment un plaisir de raconter, notamment la mise à mort de ce pauvre Américain de 27 ans qui s'appelait David McLean, qui en 1797 est accusé de trahison à l'endroit de la couronne britannique. Même s'il est américain, parce qu'on dit qu'il est né à l'époque où les États-Unis étaient encore une propriété, une colonie britannique. Et on va lui infliger sur les plaines d'Abraham, sur la butte à Neveu, qui se trouve derrière le Concorde, le supplice réservé aux traites. Donc, s'il y en a parmi vous qui se souviennent de Braveheart avec Mel Gibson, vous vous souvenez peut-être à la fin de cette horrible mise à mort où on disait qu'il était, en anglais dans le texte, drowned, quartered and hanged, c'est-à-dire pendu, écartelé et coupé en morceaux. Enfin, pauvre David McLean, à l'époque, on ne pendait pas jusqu'à la fin qu'il soit mort de manière à ce qu'il souffre plus longtemps. À la fin du 18e siècle, au moins, on l'a laissé mourir au bout de la corde avant de procéder à sa dissection publique. Enfin, donc ça, c'est le crime et le châtiment, c'est habituellement intéressant. Évidemment, le sexe, hein, tout ce qui a trait avec les habitudes un peu olé-olé, et ça m'amenait à ce que racontaient là, les jeunes célibataires installés à Québec qui vont se mettre à fréquenter, évidemment, l'un de nos faubourgs préférés, le faubourg Saint-Jean-Baptiste.
La rue Saint-Jean se trouve à l'extérieur de la ville fortifiée. Je vous rappelle que le soir, à 10 heures, on ferme les portes et on ne peut pas rentrer. Par ailleurs, devant la rue Saint-Jean actuelle, vous avez, au pied de la porte Saint-Jean, vous avez un ensemble, comment dire, fortifié considérable. On connaît encore, évidemment, les murs, les murailles. Et c'est intéressant, d'ailleurs. Quand je vous disais l'argent, le pouvoir, la découverte, l'exploration, ça pogne. Crime et châtiment, pas tout le monde, mais il y a une espèce d'intérêt morbide. D'ailleurs, si on prenait quelqu'un publiquement sur les buttes à neveu aujourd'hui, comme on le fait avec Marie-Joseph de Corriveau, vous savez, la fameuse Corriveau dont on exposait le cadavre dans des chaînes aux 4 chemins de Lévis, avait été pendu sur les buttes à neveu. Il y aurait probablement des milliers de personnes qui venaient. D'ailleurs, quand dans la prison de Québec, la vieille prison qui se trouve dans l'Intramuros, où se trouve aujourd'hui le Warren College, au-dessus de la porte principale, il y avait un gibet là où on pendait publiquement les gens. Donc, il y a ça. Et évidemment, l'exploitation sexuelle, anecdote 1837, à la faveur de l'après-rébellion de 37-38, on va créer les premières municipalités, la ville de Québec. La municipalité de Québec va être créée à cette époque-là. Et l'un des premiers règlements que vont adopter les échevins, comme on les appelait à l'époque, c'est un règlement sur l'ordre public qui interdit d'exploiter une maison close à moins de 50 pas d'une église ou d'un lieu d'enseignement. Bon, ces maisons closes-là, elles sont pas mal dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, qui est à l'extérieur des murs, un endroit un peu mal famé à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous vous promenez, on va prendre la rue Saint-Jean. On va prendre Saint-Jean-Baptiste. Bon, Saint-Jean-Baptiste. Donc, je vous dis, les faubourgs se développent à compter de la moitié du 19e siècle. Ils sont construits en bois d'abord. Ils accueillent des populations paupérisées, des gens qui n'ont ni beaucoup d'argent, donc des résidences qui sont chauffées au charbon quand c'est bien, au bois quand c'est moins bien. C'est isolé avec du papier, donc c'est essentiellement des nids à feu, comme disaient les anciens. Et tous ces faubourgs-là, notamment Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur éventuellement, vont tous être ravagés une fois, 2 fois, 3 fois par des conflagrations importantes pendant une bonne partie de la deuxième partie du 19e siècle. C'est-à-dire quand ils se développent et se construisent, collés les uns sur les autres en bois, se chauffent au feu, se chauffent évidemment avec des chaudières, des fourneaux, des truies, comme on les appelait à l'époque. Bien évidemment, ça contribue largement à des conflagrations. C'est le grand incendie de Saint-Roch, c'est 5000 résidences, lieux d'habitation qui vont être ravagés d'un seul coup. Donc, vous partez. La porte Saint-Jean actuelle, qui est la 3e porte, on va vous rappeler probablement que celle que l'on voit n'a rien à voir avec celle qui avait été construite à l'époque des Français en 1740, qui était une porte militaire beaucoup plus petite, qui a été agrandie une première fois au 19e siècle, qui a été démolie et réduite à 0 à la fin, après le départ des troupes britanniques, au moment où l'ingénieur municipal Baillarger voulait tout simplement raser la fortification de manière à créer à Québec, comme ça avait été fait à Paris, à Vienne, un grand boulevard périphérique. Il avait fallu l'intervention de Lord Dufferin, qui était assez ferme dans son désir de sauvegarder la fortification de Québec pour que les plans de Baillarger ne soient pas mis à exécution. Donc, la porte Saint-Jean, imaginez, à l'époque, il n'y a rien, parce que la fortification est une fortification qui est inspirée des travaux d'un Français du nom de Vauban, Sébastien Leprest de Vauban, duquel on disait qu'une ville assiégée par Vauban est une ville prise, une ville défendue par Vauban est une ville imprenable. Son système, donc, un mur d'enceinte, évidemment, il y a des beaux mots là-dedans, c'est agréable de pouvoir passer dans une visite, le bastion, le demi-bastion, la demi-lune, le redent, le créneau, le merlon, les chauguettes, la meurtrière, l'embrasure. Et devant, vous aviez une zone qui était un no man's land, donc une zone qui servait à créer un chantier pour éventuellement repousser l'ennemi potentiel. Et dans le cas des Britanniques, il s'agissait évidemment pour beaucoup de la crainte d'une invasion des Américains. On sait que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont été en guerre au moins 2, 3, 4 fois pour vrai, puis plusieurs fois à peu près, parce qu'il y avait une rivalité, continentale entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies américaines qui voulaient prendre leur place en Amérique, une place exclusive. Donc, vous avez un glacis, la cour des glacis, ça vous dit quelque chose? Sur le glacis, vous avez une escarpe et une contre-escarpe, la chanson de Dutel et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre-escarpe fait référence à un ensemble fortifié qui se trouve derrière le glacis où se trouve un chemin de ronde. Donc, devant, il n'y a rien.
Et après le départ de la garnison britannique, ben, il y a du territoire qui se développe, hein, qui devient ouvert aux promoteurs d'une certaine manière. C'est comme les sorts de la Charité aujourd'hui, il y a un grand espace qui peut être disponible. On va notamment y construire l'Hôtel du Parlement. Hein. L'Hôtel du Parlement va se construire là où la garnison anglaise avait développé un terrain de sport, un terrain de cricket. Vous savez, le jeu anglais qui ressemble un peu, qui est l'ancêtre du baseball américain. Le cricket anglais, ben, il y avait ce terrain de cricket qui était là devant. Donc, la rue se développe au 19e siècle et évidemment, ça devient un secteur commercial. C'est parler des activités nocturnes qui sont un peu plus bas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a une côte qui est aujourd'hui fermée au trafic automobile qui s'appelle la côte Badelard, qui était surnommée pendant longtemps. Et là, j'hésite à utiliser le mot, donc, compte tenu des circonstances de l'univers des walkies, la côte de la lettre commence en S parce que la maquerelle tenancière est une femme de couleur. Donc, la côte, c'est un endroit où il y avait quand même de cette activité nocturne attribuable, je le rappelle, à la présence en ville des soldats anglais, des fonctionnaires ontariens et des marins de tout acabit qui venaient dans Québec. D'ailleurs, ça a contribué à la création de grandes institutions qui ont marqué un peu le territoire de Québec. Lorsque vous quittez la rue Saint-Jean sur la droite, près de la rue des Glaciers, vous avez l'institution des Sœurs de la Charité de Québec, hein, fondée par Mère Mallet pour venir notamment au secours des orphelins qui étaient nombreux en raison des unions hors mariage entre les passagers, comment dire, les visiteurs passagers et les pauvres jeunes Québécoises qui travaillaient dans les cabarets nombreux ou dans les maisons de chambre. Et vous avez aussi la création des Sœurs du Bon Pasteur qui, elles aussi, sont ciblées dans les soins aux enfants nés hors mariage. Et qui est fondée à Québec par Marie Fils-Black et qui va installer son siège social, sa maison mère, au cœur du Faubourg Saint-Louis, dont je vais parler un peu plus tard. Donc, vous avez le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Faubourg Saint-Jean-Baptiste, le Faubourg de la Joie à l'époque, un lieu commercial intéressant. On y trouve des cinémas 18e, 19e siècle, 20e siècle. C'est devenu une artère commerciale extrêmement prospère, très fréquentée, où il n'y a pas grand-chose à dire sur, comment dire, des événements fondamentaux, mais quand même des lieux intéressants à découvrir. Deux que je vous donne. L'église Sainte-Mathieu, qui est aujourd'hui une succursale de l'Institut canadien de Québec, la bibliothèque. Le cimetière, il est absolument extraordinaire. Et si vous avez des visiteurs britanniques, visiteurs américains, de faire une petite escale dans le cimetière, manger un sous-marin, c'est génial. Parce que, l'église est très jolie, de style gothique. C'est la première église protestante érigée à Québec, anglicane, hein, donc du rite de la Grande-Bretagne. Et le cimetière est parsemé de plaques tombales, dont deux vaut probablement la peine d'être soulignées. Le frère de Walter Scott. Walter Scott, il est l'auteur de Ivanhoe, qui est une grande épopée romantique qui avait été un succès phénoménal en Grande-Bretagne au 19e siècle. Et d'ailleurs, quand j'étais moi gamin, il y avait une émission qui s'appelait Ivanhoe à la télé toutes les fins de semaine. Et il y a aussi une plaque en français, d'ailleurs, c'est étonnant, qui marque l'emplacement de l'inhumation d'un officier britannique mort sur l'île d'Orléans en août 1759, donc avant la chute de Québec. C'est un lieu absolument riche, intéressant, qui vaut la peine d'être vu. Continue un peu, évidemment, la grande église Saint-Jean-Baptiste, le chef-d'œuvre de Peach et l'architecte. Malheureusement, on se débat son avenir, mais c'est quand même une église qui était assez extraordinaire parce qu'elle marquait, comment dire, le triomphalisme de la Haute-Ville sur la Basse-Ville. C'était l'endroit où il y avait les commerces prospères et on a construit cette énorme église pour marquer le fait que cette paroisse était aujourd'hui plus l'endroit des plaisirs nocturnes et illicites, mais un endroit de commerce de bonne foi. Église Saint-Jean-Baptiste. Vous continuez avec un petit clin d'œil. Je pense que l'épicerie J.A. Moisan est un incontournable. C'est quand même un des plus vieux commerces à Québec. Et je pense que vos visiteurs, à condition qu'ils ne soient pas 28 000, mais des groupes de 10-12, on peut aller y prendre un sous-marin ou une sandwich ou un fromage et aller faire un petit pique-nique dans le cimetière de Saint-Matthews. Donc, la rue Saint-Jean, dans ce secteur-là, fort intéressant. Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Traversons un peu plus vers le sud et allons voir l'autre faubourg, Faubourg Saint-Louis. Évidemment, j'ai évoqué le fait qu'avec le départ de la garnison, la citadelle, on a développé un secteur, les glacis. Évidemment, on a préservé un peu les plaines d'Abraham, un peu, comment dire, par accident, un peu aussi parce que les sœurs Ursulines étaient propriétaires de l'immense
proportion des terrains se trouvant au sud de ce qui était à l'époque la rue des Artilleurs. La rue des Artilleurs, c'est le nom ancien de ce qui est devenu au fil des ans le boulevard Saint-Cyril et le boulevard René-Lévesque. Donc, il y a deux quartiers. Le quartier au nord, Saint-Jean-Baptiste, un peu plus, commerçant, enthousiaste, jouissif et joyeux. Et au sud, tranquillement, va se développer le faubourg Saint-Louis autour d'institutions. Je vais évoquer l'Hôtel du Parlement. Évidemment, il y aura éventuellement le manège militaire et les sœurs du Bon Pasteur, qui s'appellent d'ailleurs pour le vrai, ce n'est pas les sœurs du Bon Pasteur, c'est les servantes du cœur immaculé de Marie. Et donc, toutes sœurs du Bon Pasteur, à la fin de son nom, elles mettaient un CIM. C'est curieux. Le Bon Pasteur, c'est une statue placée au-dessus du couvent, puis on a mis à associer ces sœurs du cœur immaculé de Marie au Bon Pasteur qui s'occupait notamment des âmes perdues. Ensuite, va se développer tranquillement avec l'arrivée du Parlement, l'arrivée des institutions, une construction de qualité dans le faubourg Saint-Louis qui va s'étendre jusqu'à la rue Cartier actuelle. On se rappelle les grandes résidences de la Grande Allée. C'est devenu l'adresse à la mode. La Grande Allée de Québec est comparée par certains aux Champs-Élysées parisiens. Donc, les gens qui ont fait, du succès en affaires ou qui veulent être collés proches des décideurs politiques de la province de Québec, puisqu'à compter de 1867, c'est la première fois depuis plus d'un siècle, presque la première fois de l'histoire, que les gens d'ici vont être les maîtres en partie de leur destinée. Ils ont d'abord été soumis au joug colonial français, joug colonial anglais, à une union forcée avec le Haut-Canada, sous lequel les gens de Québec avaient perdu un peu le contrôle de leur capitale, donc avec la Confédération 1867. C'est un gouvernement provincial qui n'a pas beaucoup de pouvoir, en tout cas qui a moins de pouvoir éventuellement que le gouvernement fédéral, mais enfin, on va pouvoir se construire ici quelque chose chez soi. Et pas étonnant que Taché, qui en est l'architecte, va donner à son immeuble magnifique, son palais législatif, son ensemble parlementaire, une fonction de panthéon de l'histoire nationale, notamment avec les contributeurs français, un peu les Anglais et presque pas les Canadiens. Et il va donner au Québec sa devise, je me souviens. Je me souviens. Il y a une controverse sur l'origine. Les gens disent, il y a un poème qui avait été écrit qui disait « Je me souviens que né sous le lys, j'ai cru sous la rose et prospéré sous la feuille d'érable ». C'est assez apocryphe. Je pense que Taché voulait d'abord marquer un souvenir d'appartenance dans l'après-Confédération canadienne de 1867. Donc, le faubourg Saint-Louis, sud de ce qui est aujourd'hui la Grande Allée, va largement être détruit à l'occasion des travaux de construction de la colonne parlementaire actuelle, le G, le H, le J, les belles maisons bourgeoises. Elles sont bourgeoises même si elles sont dans le faubourg quand même. De la Grande Allée vont être largement détruites, des deux côtés d'ailleurs. Là où se trouve aujourd'hui le parc de la francophonie, il y avait des immeubles, il y en avait de l'autre côté. C'est un lieu qui va devenir un peu, privé de son cœur et de sa population. La Grande Allée va devenir à son tour, remplacer la rue Saint-Jean comme lieu des plaisirs nocturnes, les discothèques, les endroits, les cabarets des années 1970, 80, 90, d'une part. Deuxièmement, bien évidemment, autre secteur qui est fort intéressant lorsque vous faites une visite à pied, parce que si vous faites la rue Saint-Louis, le faubourg Saint-Louis, intéressant de partir à la porte Saint-Louis, de rappeler que cette porte-là est un peu la création de l'attachement de Lord Dufferin aux fortifications de Québec et ce que sa construction a en partie été financée par Dufferin. Vous vous y trouvez, vous passez devant la croix du sacrifice, et ce n'est pas inintéressant de vous souvenir qu'à l'époque, Québec avait une équipe de hockey qui battait celle de Montréal, les Bulldogs de Québec, celle de Joe Malone. On va bientôt inaugurer un monument à la place Jean-Béliveau, et ça se trouve à cet endroit. Derrière vous, là où se trouve le monument à François-Xavier Garneau, l'historien national du Québec, se trouvait aussi l'endroit où on a créé au Canada, l'hymne national du Canada actuel est d'abord un hymne patriotique canadien-français écrit par Lavallée et Routier pour marquer une assemblée de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment un hymne presque souverainiste avant là, qui va devenir au fil des années l'hymne national du Canada. Évidemment, les plaines d'Abraham. J'ai évoqué tantôt les buttes à Neveu. On peut évoquer plein de choses, la bataille des plaines d'Abraham, mais
quand je vous disais en début de propos que moi, c'était le pedestrian approach, ben, je pense que ça vaut la peine d'aller marcher sur les plaines d'Abraham, l'avenue Georges VI, se promener, regarder. Il y a 1 million de plaques, hein? Il y a 1 million de panneaux, se les approprier. D'ailleurs, quand vous avez des visiteurs et que vous avez vu les panneaux, ben, vous êtes capable de les épater parce que vous leur demandez d'aller vérifier, puis ils voient que ce que vous leur dites est basé sur la vérité. Donc, plaques et panneaux, il y en a une tonne, hein, et ne serait-ce que de rappeler la fabrication des fusils Ross, au plaine d'Abraham, le faubourg à la misère qui avait été établi notamment durant la Grande Dépression et où on a accueilli durant la Deuxième Guerre mondiale des prisonniers de guerre allemands que l'on mettait sans discernement avec des réfugiés allemands de confession juive. La prison de Québec est aussi une grande œuvre de Baillarger où on peut raconter, j'évoquais tantôt Crime et châtiment, c'est là qu'on a pendu, par exemple, les 3 accusés de l'affaire de l'explosion de l'avion de Soto-Cochon, le DC-3 qui a été, comment dire, dans lequel on a mis une bombe. Madame Pitre avait, comment dire, répondu aux attentes d'un type qui s'appelait Généreux Ruet, et le mari qui voulait se débarrasser de sa femme. Donc, il y a là l'affaire Coffin, ça vous dit quelque chose, un guide touristique de Gaspésie qui s'est enfui, qui a été repris, qui a été vendu là. L'affaire de Dion, le monstre de Pont-Rouge qui a massacré des jeunes garçons dans les années 60. Donc, la prison. Évidemment, le musée des Plaines qui s'inscrit dans le programme de construction qui a vu à tenter de garder l'économie de Québec en santé à l'occasion de la grande crise économique. Musée des Plaines, début des années 30. Même chose avec le Palais Montcalm, 1930. On crée là des travaux publics de manière à garder les gens à l'ouvrage et de pouvoir leur donner une mini-pitance qui va leur permettre au moins de faire manger leur famille. Faubourg Saint-Louis, Faubourg Saint-Jean-Baptiste et le dernier, le Faubourg Saint-Roch. Faubourg Saint-Roch, plus ancien, puisqu'il prend ses racines là où commence la rue Saint-Vallier, hein, près de où était à l'époque le palais de l'intendant, le palais de Jean Talon, le palais des intendants de la Nouvelle-France, qui se trouve évidemment de Billet, au pied de la cour du palais, qui porte bien son nom, évidemment, tout près de la gare ferroviaire, hein, la gare de Québec, qui est une très, très belle gare, achevée en 1917, dans le style château qui va devenir extrêmement caractéristique de Québec. La gare et aussi l'immeuble fédéral à côté, qui est vraiment au cœur de belle réinsertion. La place, qui est aujourd'hui la place Jean Pelletier, qu'on a longtemps appelée la place de la gare, qui est un non-lieu où il y a une fontaine assez exceptionnelle de Daudelin, Charles Daudelin. Les Français, vous leur direz que c'est le même type que fait la fontaine qui se trouve sur la place du Québec à Paris. Donc, c'est une assez belle œuvre qui s'appelle L'Embâcle parce qu'il avait proposé aux Français une œuvre qui s'appelait La Débâcle. Or, quand c'est arrivé à Paris, cette idée-là, La Débâcle pour les Français, c'est comment dire, la défaite épouvantable de l'armée française en 1940. On appelle la débâcle. Donc, la débâcle est devenue l'embâcle. Et on a une évocation ici qui avait été offerte par Hydro-Québec à la Ville de Québec. Quand vous continuez, vous avez évidemment ce qui était la maison de l'Aubrivière, pas inintéressant, Château Laurier, que ça s'appelait. C'était un des grands hôtels de Québec. C'était aussi un hôtel de passe. La vie nocturne un peu olé-olé que j'évoquais tout à l'heure dans Saint-Jean-Baptiste, elle s'est déplacée dans le quartier du Palais, dans le quartier Saint-Roch au 20e siècle, puisque la construction des voies ferrées et l'arrivée des voies ferrées a fait en sorte que, notamment, les gens qui rentraient des camps de bûcherons à l'automne, au printemps, hein, c'est-à-dire non, qui rentraient à la fin de l'hiver, ben, ils avaient plein de sous à dépenser. Et Saint-Roch devient, au 19e et surtout au 20e siècle, la plaque tournante du commerce de détail, du commerce de gros. Et on voit apparaître le long de la rue Saint-Joseph, évidemment, les grands noms de ce qu'était le commerce de Québec. La compagnie Paquette, hein, Zéphirin Paquette, fondateur, un petit homme parti de rien, le syndicat de Québec, la maison JB La Liberté, qui a malheureusement a fermé ses portes il n'y a pas très longtemps, mais qui fut pendant longtemps le plus grand détaillant de fourrure de qualité en Amérique. Vous aviez là des gens à la maison Norman qui étaient des commerces. C'était vraiment le centre commercial. Et il a fallu l'arrivée des centres de périphérie, le développement de la banlieue, l'exode, l'urbanisation, la voiture, l'étalement urbain pour venir à bout de Saint-Roch, qui a été pendant plus d'un siècle le cœur et l'âme de l'activité commerciale à Québec. En passant, un petit clin d'œil, il y a un restaurant qui reste qui s'appelle le Walk and Roll, qui est le dernier vestige de ce qui fut en son temps un quartier chinois assez important. D'ailleurs, les anciens de Québec
lorsqu'ils allaient porter leur linge chez le nettoyeur, ils ne disaient pas chez le nettoyeur, je vais porter mes vêtements chez le Chinois. Les Chinois, deux choses, puisqu'ils se spécialisaient dans la nourriture et dans la blanchisserie. Donc, il y avait à l'époque là tout un quartier chinois qui a malheureusement été complètement ravagé lorsqu'on a construit les bretelles de l'autoroute Dufresne-Montmorency. Ce quartier, cette paroisse Notre-Dame de la Paix, est passé de vie à trépas, tombé sous les bulldozers du gouvernement du Québec à la fin des années 70, début des années 80. On continue. Clin d'œil à Jean-Paul Lallier, hein, le jardin Jean-Paul Lallier, l'espace Saint-Roch, qui marque un peu le début de la renaissance d'un quartier qui, en son temps, avait été complètement abandonné. C'est un quartier malfamé. À l'époque, les jeunes filles de la Haute-Ville qui voulaient se faire des émotions venaient faire un tour dans le Mail Saint-Roch en disant c'est épouvantable ce qu'on peut y trouver. L'apparition de la Bibliothèque de Québec, le jardin, le programme assez substantiel de création d'une cité, des nouvelles technologies, des nouveaux médias, des crédits d'impôt ont fait en sorte que Saint-Roch d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celui d'hier. Il reste encore des vestiges de ce que ce fut, mais la tendance est pour le meilleur, au détriment cependant des pauvres qui sont chassés par un phénomène de gentrification. C'est-à-dire les gens qui étaient là sont poussés progressivement vers la Saint-Charles, de là dans Limoilou, puis éventuellement, Dieu sait tout, parce que la poussée des gens à l'extérieur des zones gentrifiées se fait au détriment de ceux qui y vivaient. Mais la rue Saint-Joseph, en tant que grande artère commerciale, intéressant à suivre, on peut y retrouver les vestiges de ce qui fut le Québec prospère, très prospère, des années 1900, 1950, 1960, vraiment les grandes enseignes, et l'endroit qui était comme une espèce d'aimant pour tous ceux qui venaient faire leurs achats de Trois-Rivières à Gaspé, hein, et des lignes américaines jusqu'au pôle Nord. On continue un peu sur Saint-Joseph, on arrive à une espèce de grande avenue hein, qui s'appelle le boulevard Langelier, très large, très, très, très large, et on se demande, et c'est vraiment la limite entre le quartier Saint-Roch et le quartier Saint-Sauveur qui est à l'ouest. C'est quoi ça, sinon un mur coupe-feu? J'ai évoqué tout à l'heure les conflagrations qui ont ravagé notamment le quartier Saint-Roch construit en bois, où se trouvaient d'ailleurs énormément d'entreprises commerciales. On y faisait du cuir, les tanneries, on y faisait des productions liées à la construction navale. Il y avait une corderie qui était immense qui servait à faire les cordages des grands navires. Et évidemment, dans la promiscuité intense, il y avait des... Donc, on a décidé, après la dernière grande conflagration de Saint-Roch, de faire en sorte qu'on ne prend plus le risque que le feu se propage d'un faubourg à l'autre, du faubourg Saint-Roch au faubourg Saint-Sauveur. Donc, on va aménager ça, le boulevard Langelier, qui essentiellement est une tranchée coupe-feu. Donc, c'est-à-dire que même s'ils vendent beaucoup du nord-est ou du sud-ouest, c'est assez large pour que les flammes ne puissent pas se propager d'un faubourg à l'autre. Et en terminant, un endroit qui est absolument remarquable, à mon avis, lorsqu'on arrive justement sur le boulevard Langelier, on bifurque vers le nord et on voit ce qui fait en son temps l'Institut technique, qui s'appelle maintenant le Centre d'art Aline Lebel. Juste avant, il y a un moulin, qui est un moulin qui date de la fin du régime français, qui fut en son temps un moulin avant, et c'est tout ce qui en reste. Un peu plus loin, l'école technique, pas inintéressant, et finalement, l'hôpital général. L'hôpital général qui est un État dans l'État, puisque c'est une municipalité indépendante de Québec, hein, Notre-Dame, municipalité Notre-Dame-des-Anges, qui est dirigée par les bonnes sœurs, les hospitalières de l'hôpital général. L'hôpital général est probablement un des bâtiments les plus signifiants de Québec. La chapelle, elle est superbe, c'est la chapelle des Récollets. Lorsque vous entrez dedans, regardez au plafond, ça a été construit par des charpentiers de marine. C'est comme la coque d'un navire inversé. Et clin d'œil devant, il y a le mausolée du marquis de Montcalm qui est enterré parmi ses soldats, hein, presque 1700 victimes de la guerre de 7 ans, beaucoup français, un peu canadiens, quelques anglais, quelques américains, auxquels on a redonné un nom lorsqu'on a procédé à la translation des restes de Montcalm, qui est à la chapelle des Ursulines, à la Haute-Ville de Québec, dans le Vieux-Québec, jusqu'à son petit mausolée, sa chapelle funéraire, qui est dans le cimetière de l'hôpital général. Donc, il y a plein de choses à voir, plein de choses à marcher. Je vous invite à le faire à pied.
À le faire à pied. Je vous invite à lire tous les épigraphes. Vous voyez, les épigraphes, c'est les petits ovales bleus qui sont apposés par la Ville de Québec. Ici a vécu, ici a écrit. Ça va vous donner un bagage d'anecdotes assez phénoménal. Évidemment, les plaques partout, les noms de rue partout. Il y a de tout à faire pour tout le monde dans le Vieux-Québec. Mais il y en a encore plus à faire dans les faubourgs. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup, M. Anger, pour cette belle conférence très complète, super engageante. Ça donne vraiment, vraiment envie de justement sortir des sentiers battus avec nos visiteurs pour leur montrer qu'il y a d'autres choses à voir que les grands attraits du Vieux-Québec. Donc, merci beaucoup. Super complet. Donc, on va se revoir le 20 octobre pour la période de questions. Exactement. Exactement. Super, super. Donc, on se revoit. Merci, Marie-Pierre. Merci bien. Au revoir. À la semaine prochaine. Tout à fait. Bye bye. Au revoir. Bye bye.